Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et j'ai sous la main un terminal un petit peu particulier. C'est le Xiaomi Mi 2, qui est un terminal qui est vendu pour l'instant uniquement en Chine. On a la chance de l'avoir sous la main pour on va appeler ça un mini test, c'est-à-dire que j'ai pu le manipuler juste quelques heures. Donc je vais vous donner mon avis qui devrait être assez complet, mais si vous voulez aller un peu plus loin, il faudra peut-être consulter des reviews d'autres sites, ce genre de choses. En introduction, je dirais juste une chose, donc c'est un appareil qui est vendu juste en Chine, qui est environ à 300 € en version 32 Go et 250 € en version 16 Go. Alors c'est des prix en euros là, bien sûr ils ne sont pas vendus en euros là-bas. Et en plus de ça, si vous voulez les faire importer, c'est un petit peu compliqué. Je vous laisserai chercher différentes méthodes si vous avez envie de le faire. Il y a une chose à savoir, c'est que si vous l'achetez en Chine et que vous l'importez donc en France ou n'importe où en Europe, vous l'aurez avec une ROM chinoise. Donc avec tout ce qu'il y a derrière, là en chinois bien sûr. Et deuxième chose, vous n'aurez pas les Google Apps. Il y a un site que je vous conseille pour télécharger des ROM qui ont été entièrement traduites, c'est mayui-france.org. Dessus, ils ont des ROM qui tombent toutes les semaines, voilà, avec des traductions vraiment mises à jour en permanence, comme toutes les semaines, hein, vraiment régulièrement, ils testent toutes les ROM. Et comme ça, vous avez l'assurance d'avoir une ROM qui marchera bien en France avec la langue française et les Google Apps, tout ça très bien intégré. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne modifient pas grand-chose. En fait, vous avez juste la ROM de base traduite et ça fonctionne bien. Et vous allez le voir d'ailleurs sur l'appareil qu'on a sous les yeux. Un tour rapide par les specs. Alors juste pour info, j'ai pas la boîte. Mais pour information dedans, il y a un câble micro USB, il y a le bloc chargeur qui est classique, hein, qui se charge qui se branche en USB. On a, je crois, quelques notices. Il y a la batterie qui est fournie, c'est une 2000 mAh qui est assez sympa parce qu'elle est longue et fine. Par contre, vous n'avez pas d'écouteurs, mais j'ai envie de dire c'est mieux d'avoir pas d'écouteurs que des écouteurs pourris, comme on a l'habitude de le voir chez Samsung, LG, enfin tous les constructeurs habituels. Alors, passons par les spécifications de la bête. Donc le Mi 2, il a un écran 4.3 pouces avec une résolution de 720 par 1280. C'est très intéressant parce que ça donne une densité de pixels assez élevée d'environ 342 ppi. Pour information, c'est un peu plus élevé que sur un iPhone 5. Et donc on ira voir un petit peu l'écran tout à l'heure et vous verrez que niveau densité de pixels, niveau résolution, définition, c'est très très bon. On a deux versions 16-32 Go. Là ici c'est la 32, donc ça vous donne pas mal d'espace. Par contre, vous n'avez pas de slot micro SD. À prendre en compte. On a 2 Go de RAM, ce qui permet de booster pas mal l'appareil. D'ailleurs, niveau performance, on est sur un quad-core 1,5 GHz. En plus de ça, on tourne sous Android 4.1 Jelly Bean, donc avec toute la fluidité qu'il y a. D'ailleurs, c'est du Jelly Bean, mais avec, bien sûr, la fameuse surcouche, enfin c'est plus qu'une surcouche ici, hein, c'est vraiment l'interface MyUI et on ira voir ça un petit peu après, vous inquiétez pas, et c'est surtout ça, ce test au final, c'est le test de cette interface qui est vraiment très très complète. On a un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale de mégapixels, il filme en 1080p à 30 fps. Et je pense que c'est à peu près tout. Dernier point au niveau de l'autonomie, donc comme je disais, on a une batterie de 2000 mAh, ce qui donne à peu près, d'après des tests utilisateurs, environ 2 jours en autonomie si vous l'utilisez assez légèrement. On dira une grosse journée si vous l'utilisez de manière plus intensive, à savoir un peu de web, un petit peu de jeu. Le GPS, bien sûr, comme d'habitude, ça bouffe beaucoup d'autonomie, mais en utilisation, on va dire, classique, c'est une grosse journée, donc ce qui est plutôt, on va dire, dans la moyenne. Voilà. Alors pour parler design, on va commencer par le comparer au Mi One, donc qui est la version qui est sortie juste avant, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de différences. En fait, le Mi 2 c'est un petit peu affiné, il a un design qui est plus travaillé personnellement, je trouve. Et donc là, on le voit ici. On voit aussi également que le Mi 2 est plus fin que le Mi One. Il a un écran de 4.3 pouces et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas beaucoup plus large. D'ailleurs, d'après ce que j'ai constaté, il est quasiment aussi large. Hop, si on le voit dans ce sens-là, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de différence, il y a 1 ou 2 mm je crois, et ça c'est très intéressant parce que là on a du 4.3 pouces, là du 4 pouces, c'est un petit peu ce qu'a fait Apple d'une certaine façon sur l'iPhone 5 avec l'augmentation en hauteur de l'écran. Ça donne une diagonale plus grande sans pour autant encombrer plus dans la main, à la prise en main, donc ça c'est assez sympa. Et sinon en termes de design, lui on l'a vu, je vais le mettre de côté pour l'instant, il y a juste cette grosse différence au niveau de la coque arrière. Là on a du plastique brillant, là c'est plus du soft touch dans cette version noire.
Ok. Et donc pour le design, bah, c'est assez à la fois c'est réussi et c'est à la fois classique. Hein. C'est une grande surface en frontale avec un écran 4.3 pouces. On a en dessous les touches, on va dire classique Android, menu, accueil et retour. Sur le dessus, on a une caméra frontale, comme je vous disais, 2 mégapixels avec quelques capteurs sur les côtés. Le petit logo juste à côté ici. Sur la droite, on a le bouton de volume, le bouton verrouiller, déverrouiller et on-off également. Et tous les deux ressortent beaucoup. Donc ça, c'est pas mal, c'est super pratique. Il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo, mais ça devient, on va dire, un classique hein, aujourd'hui. Le jack 3.5 sur le dessus et sur la gauche, on n'a rien. Et comme vous voyez, là, on a une édition, enfin, c'est bicolore au niveau de la couleur, logiquement. Donc, avec toute une partie blanche qui est... Et le mélange blanc-noir, c'est plutôt élégant. Vraiment, de face, on a l'impression qu'il est 100% noir. De dos, on a l'impression qu'il est 100% blanc. Et il y a ce mélange des couleurs qui est très agréable. Et au niveau du plastique, bah, oui, c'est du plastique, mais de toute façon, aujourd'hui, on a vraiment l'habitude d'avoir des terminaux en plastique. Mais c'est du plastique dur. C'est bien monté, il n'y a pas de craquement d'après ce que j'ai pu constater. Voilà. Par contre, la coque arrière s'enlève, mais elle se fixe plutôt bien, ce qui permet justement d'avoir cette finition qui est plutôt bonne. En dessous, on a le port micro USB avec un second, enfin avec le micro principal, et on a un micro ici qui est dédié, à mon avis, à la vidéo et peut-être à la suppression du bruit, je sais pas. Et à l'arrière, on a l'appareil photo 8 mégapixels, le flash LED, le haut-parleur sur le côté. Et un élément à voir, voilà, niveau prise en main, vous voyez que c'est légèrement arrondi. Ici, vous le voyez peut-être pas, voilà, pas bien. Ça permet en fait, quand vous le tenez en main, de bien l'agripper. Ce que j'aime bien avec ce plastique brillant, c'est qu'il accroche pas mal à la main, comparé par exemple à un plastique un peu soft touch, qui a un feeling qui est agréable, mais qui est vraiment différent. Donc moi je trouve que voilà, niveau prise en main c'est bon, puisqu'il n'est pas très large avec un écran qui est grand. Vous pouvez facilement attraper chaque partie de l'écran avec le pouce de cette façon là. Le bouton ici est peut-être un petit peu bas, je l'aurais peut-être fait un chouïa plus haut, mais il fonctionne bien puisqu'il ressort beaucoup. Et c'est à peu près tout, et la finition est bonne malgré l'utilisation du plastique. Donc je trouve que pour l'instant, de ce qu'on a vu du design, ça fonctionne vraiment très très bien. On va du coup passer à l'interface. Donc quand vous déverrouillez l'écran avec le bouton sur le côté, classique, vous avez l'écran de déverrouillage avec des accès rapides, donc qui s'affiche comme ça quand vous appuyez ici, l'appareil photo en haut, oups. Vous avez à droite les messages en bas déverrouillés, et là tout ce qui est appel. Vous avez l'heure qui s'affiche ici et également la météo. Hop. Alors là je suis sur un appareil qui est déjà pas mal personnalisé, et vous inquiétez pas, ça c'est une partie très importante de cette vidéo, on va pouvoir le voir juste après. Très rapidement, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, normalement quand vous le sortez de la boîte, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, et qui est même ça, avec ce widget là, avec l'heure, ces icônes là pour l'accès rapide à certaines fonctionnalités, voilà. Et c'est comme ça, c'est assez simple, et vous pouvez aller beaucoup plus loin. On va regarder ça. Première chose à savoir, c'est un petit peu particulier, mais vous n'avez pas de menu principal où vous pouvez accéder à vos applications. En fait, toutes vos applications vont être sur l'écran d'accueil, et vous pouvez les organiser ensuite dans des dossiers, comme on peut le voir ici par exemple. Et d'ailleurs, avant de passer à ça, je vais vous montrer rapidement ce que ça vaut en termes de densité de pixels. Si la caméra veut bien, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien là comme ça, mais à l'œil nu en tout cas ça se voit extrêmement bien. En fait on ne voit pas du tout les pixels, clairement. Et ça c'est toujours très agréable. Ça peut paraître un peu gadget pour certains, personnellement moi ça me parle pas mal, et j'apprécie plutôt cette densité de pixels. Alors, l'écran d'accueil. Ici c'est sur un thème, c'est le thème de base que vous avez quand vous le sortez de la boîte. Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez mettre des icônes, alors là on le voit, il est pas mal personnalisé, mais on voit qu'on peut mettre des dossiers, différentes icônes, des widgets, tout ça c'est très classique. Il y a un truc à savoir, c'est que par défaut dans l'OS de base, vous n'avez pas tant de widgets que ça intégrés par le constructeur. D'ailleurs on va aller voir comment ça se passe, je vais aller sur cette page là qui est un peu vide, on reste appuyé ici, et là on a les widgets qui s'affichent en bas, ça fait un petit peu penser à TouchWiz. Donc vous avez hop, un défilement comme ça, il y a un truc qui est assez bien fait, si vous voyez les petits points en dessous, c'est pour mentionner la taille du widget, la taille qu'il va prendre en termes de blocs, d'espace sur l'écran d'accueil. Donc là par exemple, hop, j'ai widget photo, je peux le déposer, je peux défiler là-dedans et en avoir plusieurs. Alors bien sûr après quand vous installez, typiquement là c'est le widget de Plume qui est un client Twitter, ça c'est quelque chose que vous installez vous-même et après il s'ajoute là-dedans, c'est très classique.
pour le dépôt des widgets. Et puis ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de beaucoup, il y avait quelques petits widgets d'heure, widgets du constructeur. Je pense notamment à l'heure, si je me trompe pas, ce genre de truc. Mais ça reste assez rare. En fait, il y en a très peu. Si vous restez appuyé sur la touche d'accueil, vous avez le multitâche qui s'affiche, qui est plus complet que ce qu'on trouve par défaut dans Android, donc avec la possibilité de tuer tous les processus, de fermer toutes les applications réellement ici avec la gestion de la RAM. On appuie là-dessus, comme ça. Je ne vais pas le faire là parce qu'on a quelques applications qui tournent. Si vous faites comme ça, vous coupez l'application réellement. Si vous faites comme ça, vous la bloquez de façon à ce que si vous appuyez sur effacer tout, d'une certaine façon, en fait, elle ne va pas se fermer. Ça, c'est plutôt intelligent, c'est malin, c'est fait avec des gestes simples. Ensuite, le tiroir des notifications qui ressemble à ça dans l'état et avec quelques options qu'on va voir, mais que vous pouvez changer en termes de skin, en termes de thème. Alors, vous pouvez bien sûr fermer des notifications en cours. Donc là, ça c'est depuis ICS de cette façon-là. Et ensuite, après, très sympa, vous avez accès ici donc à ça, c'est les accès rapides. Et donc c'est les paramètres en accès rapide. Donc là, vous en avez pas mal. La luminosité en accès direct ici. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez couper le Wi-Fi par exemple, ou toute autre fonctionnalité en appuyant une fois dessus. Si vous restez appuyé, vous accédez aux paramètres spécifiques à cet élément-là. Ça, c'est très bien fait, c'est malin. Ensuite, quand vous appuyez ici, vous accédez directement aux paramètres. Ça, on va peut-être aller voir ça un tout petit peu plus tard. Et dans cet écran d'accès rapide, vous appuyez sur plus ici et vous avez plusieurs possibilités. Alors déjà, vous pouvez réorganiser tous les accès rapides ici. Donc par défaut, vous en avez 11 et vous pouvez les déplacer. Alors vous avez ceux du dessus, vous pouvez les déplacer éventuellement et si vous passez en dessous, ils ne s'afficheront pas dans le tiroir, enfin dans l'onglet spécifique. Vous pouvez également y accéder aux paramètres ici, mais bon, c'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour faire ça. Et il y a une dernière chose, si vous allez dans barre d'accès rapide, vous avez la possibilité, alors ça c'est plutôt original je trouve, de mettre en mode compact le tiroir. Donc avec des accès qui s'afficheront par contre là en bas avec la disparition de fait de l'onglet qui était en bas avant. Et donc on nous donne le choix l'un ou l'autre, sachant que le mode page est un petit peu plus complet, mais c'est plutôt bien fait. Vous pouvez paramétrer le lanceur, alors ce qu'ils appellent le lanceur, avec la possibilité de changer les transitions entre les écrans. Donc là on avait Cube, c'était cette espèce d'effet en 3D. Vous avez d'autres possibilités, ça reste assez propre, on va dire. C'est pas des effets vraiment trop marqués 3D, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite vous avez le cadrage du fond d'écran, donc ça c'est vous choisissez si le fond d'écran défile en fonction, enfin avec votre doigt, avec les pages ou non. Le format de la grille, donc 4.4 ou 4.5, au choix en fonction de vos préférences. Si vous avez envie de personnaliser de manière plus intensive, ça peut être peut-être plus sympa de passer en 4.5. Et ombrage des icônes, garder en mémoire. Voilà. Et ça, c'est vraiment en superficie ce qu'on peut personnaliser. Parce qu'on va aller voir maintenant l'application de thème, de gestion des thèmes, puisque vous avez un système de thème qui est intégré au terminal dès la sortie de la boîte. Il n'y a pas besoin d'acheter un launcher ou d'en télécharger un. Et ce qui est bien, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on va essayer de passer rapidement là-dedans. Alors la première chose, c'est que vous pouvez mettre des thèmes dans votre carte SD, donc c'est des systèmes c'est des fichiers, je sais plus comment ça s'appelle. MTZ, voilà, c'est des fichiers MTZ qui peuvent être compilés en fait par vous ou par n'importe quelle personne. Donc dans les communautés dont je parlais au début sur MyUI France.org, vous avez un forum où vous pouvez trouver des thèmes, ce genre de choses. J'imagine qu'il y a pas mal de monde qui en crée. Donc ça c'est la première chose, vous pouvez les mettre sur la carte SD et ceux que vous avez téléchargés apparaissent là-dedans, ils sont téléchargés sur votre carte SD, vous pouvez les appliquer. On va regarder ça juste après. Ensuite vous avez une sorte de store en ligne avec des centaines et des centaines de thèmes. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus là-dessus. Il y en a vraiment beaucoup et pour tous les goûts. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup de possibilités. Vous en avez des payants, vous en avez des gratuits. Vous en avez qui sont en français, pas en français, pardon, qui sont mentionnés en anglais, donc par exemple avec des noms en anglais, vous en avez avec des noms en chinois. C'est pas forcément facile pour comprendre, peut-être pour les rechercher ou ce genre de choses. Par contre, vous pouvez procéder éventuellement par nom d'utilisateur, nom de développeur. Donc on va en regarder un au hasard, je sais pas, celui-là par exemple. Donc là, ça va charger. Donc vous voyez par exemple la description là, elle est en chinois. Donc, mais vous n'avez pas forcément besoin de la description pour comprendre que le thème est plutôt sympathique ou vous plaît ou non.
Il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Alors le seul problème pour l'instant, c'est que les thèmes payants, ça va être compliqué en France de les acheter puisqu'il faut, ils ont un système qui s'appelle des $1000 et pour créditer en $1000, il faut payer via des systèmes qui sont purement chinois et qui sont adaptés au marché chinois. Alors donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas vraiment fait pour. Peut-être un jour. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais vu que le constructeur essaie de s'implanter en Europe et même à l'international, il pourrait y avoir à terme des possibilités, même ce serait dans leur intérêt s'ils veulent continuer à faire vivre leur business model là-dessus. Donc quand vous voulez appliquer un thème, donc pas là par défaut on voit celui qui est appliqué, il y a la petite mention là. Je peux en appliquer un autre, je vais faire celui-là par exemple, voilà vous allez là-dedans. Alors ici vous avez différents éléments que vous pouvez choisir en fonction des thèmes en fait, vous pouvez choisir de mettre par exemple juste la typo, juste l'écran de verrouillage, juste le fond d'écran, les icônes ou tout. Voilà, c'est à vous de choisir et ensuite après vous pouvez gérer du coup pour créer votre propre mini thème sans avoir à modifier vous-même des fichiers, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc je vais faire appliquer et s'il y a besoin de changer la typo, il va me demander de redémarrer. Je peux faire appliquer sans police pour que ce soit un peu plus rapide là pour les besoins du test. C'est quand même assez rapide, voilà, c'est des thèmes qui pèsent entre 40 et 50 MO en moyenne, et hop, voilà, ça c'est réglé. Et du coup là, si je reviens sur l'écran d'accueil, il y a un petit chargement, et il m'a changé les icônes, bien sûr, il m'a changé tout l'esprit graphique, et également, alors là au niveau du tireur des notifications, je suis tombé sur un thème qui n'est pas trop modifié, celui que j'avais par défaut, mais si je vais par exemple sur l'écran de déverrouillage, normalement, voilà, il a changé. Donc ça, c'est un autre système. Ça va être un système où on défile le doigt. Ouais, vous n'avez pas vu. Ok, c'est comme ça. Donc ça marche différemment, vous voyez. Et là, par exemple, on n'avait apparemment pas les systèmes, les options sur l'écran de déverrouillage. C'est peut-être des options à régler. Et hop, je vais vous montrer un deuxième thème, alors qui va un peu plus loin. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, parce que c'est en chinois. Et comme vous voyez là dans les captures d'écran, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un affichage comme ça, classique, avec des icônes, etc. Et puis vous avez aussi la possibilité de basculer sur un mode un peu particulier. Et je vais l'appliquer et on va regarder ça. Donc voilà, là j'ai appliqué le thème dont on parlait. Donc on a cet affichage là qui est assez classique. Sur l'écran de déverrouillage, c'est un petit peu différent. On a un système de rideau qui s'ouvre. C'est plutôt fun. Et à deux doigts, voilà, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre. Et là, si on est sur un mode qui s'appelle Mi Space, c'est un peu plus avancé. Alors c'est moins personnalisable dans le sens où vous ne pouvez pas mettre les éléments au pixel près entre guillemets. Mais vous avez, voilà, là, par exemple, c'est la simulation d'une sorte de bureau, donc avec des accès rapides à certaines applications. Là, c'est la galerie, l'appareil photo. Là, vous pouvez ouvrir, fermer le rideau si vous avez envie. C'est des petits trucs comme ça. C'est un petit peu gadget, mais si vous aimez bien la personnalisation, je pense que vous ferez bien plaisir. Donc avec ce terminal, ou n'importe quel d'ailleurs terminal de ce constructeur, puisque sur le Mi One, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là dans tout ce qui est thème. C'est extrêmement complet, c'est vraiment très très complet et ça va beaucoup plus loin, vous l'avez je pense constaté, qu'un launcher classique que vous pouvez installer sur un terminal Android parce que ces launchers là ils n'ont pas le contrôle sur tous ces éléments graphiques complexes, donc c'est vraiment sympa. Au niveau de l'application des appels, donc c'est assez c'est du grand classique, mais avec cette interface là que vous retrouvez un petit peu partout avec ce petit gris, les dégradés, tout est assez propre. Donc quand vous commencez à taper un numéro, donc hop par exemple là voilà c'est un numéro fictif, vous avez un contact qui s'affiche, enfin un ou plusieurs contacts, les contacts en rapport qui s'affichent, et là quand vous rentrez, quand vous appuyez dessus, ensuite ça va essayer de l'appeler, et là vous voyez les différents, l'historique qui va s'afficher. Quand vous rentrez dans vos contacts, alors là il n'y a qu'un contact, hein, vous inquiétez pas, sinon vous pouvez bien sûr naviguer par lettres ici sur la droite, c'est plutôt bien fait. Vous avez les groupes, les favoris. Quand vous rentrez dans un contact, vous avez les informations principales qui vont s'afficher de cette façon-là. Vous pouvez également, s'il y a plus d'infos, vous pouvez bien sûr envoyer un texto. Vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez le mettre en favori ici, éditer sa fiche. Ce genre d'éléments-là, c'est plutôt classique. C'est juste que l'interface est très très bien faite et c'est joli. Voilà. Au niveau des messages et de la saisie de texte,
Alors vous avez là un affichage avec par bulle discussion, la discussion se fait par bulle et par contact. Quand vous remontez d'un cran, en fait, vous avez l'affichage des différentes discussions par contact de manière très classique, hein. C'est ce qu'on trouve dans Android de base. Ce qui est intéressant aussi ici sur les messages, c'est que quand vous changez le thème, parfois il peut y avoir des thèmes qui modifient l'affichage des bulles, la gestion de tout ça. Il y a autre chose à savoir, j'en ai pas parlé, mais quand vous changez la typo en fonction des thèmes, la typo est changée vraiment partout dans l'interface. Ça peut rendre un peu étrangement parfois, donc c'est à vous ensuite de choisir ce que vous voulez afficher. Alors, au niveau de la saisie texte, donc là c'est le clavier par défaut Android. Si vous importez l'appareil, bien sûr vous aurez le clavier chinois, mais si vous changez la ROM, vous aurez ces claviers-là, ce clavier-là avec le mode AZERTY. Et vous pouvez bien sûr, là par exemple j'ai SwiftKey, mais vous pouvez installer les claviers que vous désirez. Donc c'est ça qui est bien avec Android, bien sûr, vous n'êtes pas bloqué à un seul clavier. Voilà, ça pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais revenir sur le clavier de base. C'est le clavier Android que vous connaissez bien, qui fonctionne bien avec des propositions, des corrections. Et une fois qu'il passera, à mon avis, il devrait passer sous la 4.2 a priori. Alors, on aura la possibilité de tracer des lignes entre les lettres, ce genre de truc. Et sinon, vous installez Swipe si vous avez envie, ce genre de clavier. Il y a un truc à savoir, comme vous pouvez le constater, c'est que en fait, le constructeur a bloqué en mode portrait pour tout ce qui est saisie de texte. Enfin, même pas que saisie de texte, a priori, c'est la même chose quand vous êtes en ce mode-là. Plutôt pour dire l'usage fait que c'est plus simple et c'est plus ergonomique à utiliser sur ce format-là. Et même si on regrette d'une certaine façon de ne pas avoir la possibilité de faire la rotation, en soi, ils n'ont pas tort. C'est clair que ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire la rotation sur le côté, surtout sur un écran avec un format très très long, enfin très long, assez long. Quand on fait la rotation, on aurait très peu de place en haut, donc c'est pas forcément un problème. Donc là, j'ai lancé le navigateur web, qui est sympa aussi avec cette interface là, dans ces tons gris. On a la gestion des onglets ici, on peut les fermer de cette façon là, je vais les laisser ouverts pour l'instant. On a la possibilité d'en ouvrir d'autres. On a les favoris ici qui sont synchronisés bien sûr avec votre compte Google, l'historique et ce qu'ils appellent ici les pages jaunes. Alors ça c'est un référencement de différents sites, pourquoi pas, ça vous les propose. Alors on a un défilement qui est très fluide, qui marche vraiment bien. C'est un petit peu différent que de ce qu'on a par exemple sous Windows Phone ou sur iPhone où ça suit vraiment le doigt de très très près. Là c'est un petit peu plus comme, je sais pas, par exemple sur un Galaxy S3 ou sur un Galaxy Nexus 4, c'est mieux qu'un Galaxy Nexus, hein. Et on sent quand même que voilà, l'optimisation logicielle plus le hardware qui est vraiment bien, enfin, qui est puissant, agit là-dessus. On voit que le défilement et le zoom est très très réactif. Là, par exemple, je suis sur The Verge, qui est un site vraiment lourd, et on voit que le défilement est extrêmement fluide. On peut zoomer, dézoomer, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans un article rapidement, et je vais vous montrer aussi l'option. Oups, ah non, c'est bon, ça charge, pardon. L'option copier-coller, double tap. On peut zoomer sur le texte, et puis ce qui est sympa aussi avec bien sûr ce type de définition, c'est que vous avez beau avoir le texte en tout petit, vous pouvez quand même le lire. Bon là c'est un petit peu difficile quand même, mais c'est ça l'idée. On reste appuyé sur du texte, on a un système de copier-coller très classique, hein, sous cette forme-là, avec copier, tout sélectionner et rechercher. Ça c'est vraiment ce qu'on trouve dans Android de base, mais qui est bien adapté par rapport au thème ici de l'interface. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Globalement le web, ce qui est sympa, c'est que on a un navigateur Android qui est complètement, compatible avec toutes les technologies web récentes et qui y affiche bien tous vos sites internet. C'est extrêmement fluide, notamment au niveau du zoom des zooms. Je suis plutôt impressionné, vous voyez, ça marche très très bien. Et vous avez ce système d'onglets qui est bien fait, la synchronisation. Enfin voilà, on a un navigateur web tout à fait performant et qui n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver sur d'autres terminaux actuellement sur le marché. On va passer à tout ce qui est interface appareil photo et vidéo. On ne parlera pas qualité aujourd'hui puisque j'ai pas la possibilité de le faire, mais regardez, l'interface elle est plutôt sympa avec des petits menus qui s'ouvrent de cette façon là. Donc là on est en photo, on a le réglage ici de la résolution, donc on est en 8 mégapixels, la qualité, le son de la caméra, ce genre de choses. Fonction des touches de volume, on peut dire qu'on veut ajuster le volume, le zoom ou prendre la photo avec, et ça c'est vraiment bien. Ça on le trouve très rarement sur les terminaux aujourd'hui. On a la gestion de la grille, différents réglages. Là on avait les ISO, le mode HDR,
un mode ici pour faire des photos panoramiques, voilà, ce genre de choses. Donc vous voyez, vous avez pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez vous filmer ou vous prendre en photo avec la caméra frontale 2 mégapixels. La gestion du flash ici, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Vous pouvez aussi allumer, faire sortir le menu en appuyant ici. Vous prenez la photo en restant appuyé et en relâchant de manière assez classique. Au niveau de la vidéo, bon, bien sûr vous avez une interface qui change de cette façon là. Vous pouvez régler la résolution. Là on est en 1080p. Vous avez différents modes ici. Donc là avec vitesse normale, rapide, lente, ce genre de choses. Vous avez moins de réglages hein, comme d'habitude, vous avez quelques effets. Quand on filme, on a un autofocus, c'est un autofocus à la main qui marche plutôt bien. Voilà, vous appuyez sur votre sujet, ça va faire le focus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est à peu près tout ici pour cette interface-là. Donc vous avez un lecteur musical qui est plutôt réussi avec la possibilité d'accéder à tous vos morceaux ici. Voilà, d'accéder au lecteur, à la lecture en cours en appuyant en haut. C'est un truc assez sympa parce que vous avez un mode connecté en fait, musique en ligne, avec la possibilité d'écouter de la musique de manière assez libre en fait, même étonnamment libre, mais ça c'est vraiment un bon point. Et autre chose, c'est que vous avez l'affichage des paroles aussi pendant que vous écoutez des morceaux. Là typiquement j'écoute un morceau et j'ai les paroles qui vont s'afficher ici. Avec la ligne qui se surligne au moment où il y a les paroles qui sont prononcées. Donc c'est peut-être le côté un peu karaoké des Chinois qu'on revoit ici dans l'appareil, mais c'est franchement sympa. L'accès aux albums de cette façon-là, les artistes, globalement on a une interface très complète, plutôt bien pensée. Les dossiers ici, ça c'est plus si vous avez vos dossiers physiques, j'ai envie de dire, les playlists, et puis hop. Quand vous êtes en lecture, vous avez ça qui s'affiche de cette façon-là. Bien sûr, je vous ai parlé, je vais couper un peu le son, j'ai parlé des paroles. Vous pouvez défiler dans le morceau de cette façon-là. Vous avez les paramètres classiques, hein, la playlist en cours ici. C'est à peu près tout. Et puis quand vous lisez un morceau, dernier petit truc, vous avez bien sûr un accès rapide ici. Vous avez également, hop, alors là c'est parce que j'ai un widget particulier, mais bon, croyez-moi sur parole, là je ne vais pas vous le montrer, mais vous avez un écran de déverrouillage qui permet de contrôler. Et on va pouvoir passer à la suite du coup. Moi je peux vous le montrer rapidement. Voilà, il ressemble à ça, voilà, typiquement avec la lecture ici. Voilà. Donc suivant, précédent, la pochette qui s'affiche, normalement il y a un petit visuel qui s'affiche. Voilà. Ok, et très rapidement, ici, vous avez la galerie qui a été personnalisée par le constructeur, qui est plutôt réussie, je trouve. Là, donc, on va voir par exemple, ça c'est une vidéo qu'on a capturée, donc on peut la lire. Là, s'il y a plusieurs lecteurs qui ont été installés, vous avez ces options-là, mais ça c'est classique Android. Vous avez des options de partage. Là, c'est pour une vidéo, vous avez un petit peu moins de choses. Par contre, pour une photo, comme cette magnifique photo là, vous avez des options d'édition ici, voilà, comme ça, ou de partage, mode très très classique. Je pense qu'on a fait le tour. On va juste aller voir rapidement, je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui sont assez sympas. On a par exemple un explorateur de fichiers qui permet de se promener dans sa carte SD, de transformer, d'accéder à ces fichiers via, par exemple ici, via Wi-Fi, en transformer son appareil en serveur FTP d'une certaine façon. Donc là par exemple vous faites ça, vous avez l'adresse IP qui s'affiche, vous êtes connecté sur le même réseau, vous vous connectez au réseau, vous mettez l'adresse IP avec le port qu'il faut dans votre navigateur web et vous aurez une interface qui vous permettra d'accéder à vos fichiers. Et vous avez un élément que je trouve génial, c'est la catégorisation de vos fichiers qui sont présents sur l'appareil, donc là ici, et la gestion en direct, l'affichage en direct de la mémoire, de la gestion de la mémoire. Donc ça c'est plutôt propre et c'est surtout très pratique. Là on a fait le tour. Oups, pardon. Au niveau des outils, on a l'horloge, la calculatrice, bon tout ça c'est du classique, magnétophone. La lampe torche qui est préinstallée, une boussole, ça c'est pas mal. La radio FM, bon ok. Ça, on commence à connaître toutes ces petites fonctionnalités, c'est bien qu'elles soient intégrées. L'agenda, c'est l'agenda de base Android, donc on ne va pas aller le voir, je pense que ça vous connaissez. La météo, c'est donc cette application-là avec une petite animation en fond qui est plutôt sympa. Okay. Et
on peut défiler, enfin, s'il y a, voilà, s'il y a d'autres villes, on peut défiler. Et là, il n'y en a qu'une, mais bon, c'est ce genre de choses. Donc, avec un côté un petit peu HTC, hein, le côté animé, etc. Mais en tout cas, ça passe très bien ici. Il y a différentes applications liées à la sécurité, ce genre de trucs. Donc, par exemple, là, il y a un scanner antivirus, anti-malware. Il y a un moniteur 3G qui ressemble un petit peu à ce qu'on a dans SIS, mais qui a l'air au moins aussi complet. En tout cas, on peut suivre la consommation de data donc en 3G et en Wi-Fi. On peut également choisir de l'afficher, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais dans le tiroir des notifications ici, ça c'est vraiment malin. Ça permet d'avoir un accès rapide et de limiter ensuite en fonction des applications, ce genre de choses. Dernière chose, on a une option qui s'appelle MyUI Backup qui permet de sauvegarder tous les paramètres de son terminal pour ensuite potentiellement les réintégrer si vous devez faire un reset ou les télécharger, enfin les importer sur un autre terminal du même type par contre. Donc, par exemple, si vous avez un Mi 1 et vous voulez basculer, enfin un Mi 1 et vous voulez basculer sur un Mi 2, vous pouvez le faire de cette façon-là, pourquoi pas. Et au niveau de la gestion GPS, alors par défaut dans la ROM chinoise, vous avez une application de carte chinoise mais qui ne fonctionnera pas chez nous. Vous pouvez bien sûr accéder directement à Maps qui marche bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, vous avez le dernier truc, une application anti-spam qui permet de blacklister certaines personnes, que ce soit pour les appels ou les SMS, et ça c'est vraiment ça peut être très utile. Si vous avez quelques personnes qui vous dérangent, on va dire, ou des gens qui vous appellent régulièrement pour vous vendre des cuisines, ce genre de trucs. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous voyez, c'est typiquement, c'est un mini-test, mais c'est quasiment un vrai test en fait, de ce Xiaomi Mi 2. Alors personnellement, moi je suis quasiment amoureux de cet appareil que je connaissais, pour tout vous dire, je connaissais pas du tout cette interface-là de MyUI. Ça marche super bien, c'est très personnalisable, niveau performance on est top là-dessus, c'est du quad-core. J'ai testé, alors je vous ai pas montré ça, mais j'ai testé avec des jeux assez lourds, ça fonctionne très bien. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez une différente gestion du processeur et de la performance de l'appareil pour optimiser ou non l'autonomie. Donc vous avez différents niveaux, ça vous pourrez régler ça. Et donc si vous jouez à des jeux très lourds, essayez de régler ça de manière que ce soit adéquat. Moi je trouve que c'est un appareil très très intéressant. Alors bien sûr le seul problème c'est que c'est difficile aujourd'hui de se procurer en France. Mais si vous avez la volonté, n'hésitez pas à le faire et ensuite après à intégrer des communautés comme je vous ai parlé au début, myuifrance.org qui vous permettront d'installer des ROM en français, d'aller un petit peu plus loin avec cet appareil. Et il y a un truc qui est certain, c'est que pour 300 €, 350 disons avec les frais de port, pour 32 Go, c'est un appareil qui vaut largement le coup si vous avez vraiment envie de faire la démarche, qui n'est pas si lourde que ça, faut bien l'admettre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce Xiaomi Mi 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à aller voir le site dont je vous parlais, myumifrance.org. Inscrivez-vous sur le forum, posez vos questions, là-bas il n'y a que des experts dans ce domaine-là et ils pourront vous aiguiller peut-être un peu plus que moi. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.